Bienvenue à tous à Accès MRC. Je m'appelle Vanessa Girard et je reçois à cette table des personnes significatives de notre MRC. Et aujourd'hui, j'ai avec moi M. Marcel Gauthier. Bonjour. Bonjour, Vanessa. Vous allez bien, M. Gauthier? Absolument, en pleine forme. Mais super, vous êtes invité ici, bien sûr, pour nous parler de votre rôle au sein du comité de Sainte-Élisabeth-de-Proux, comité citoyen. D'abord, pour les gens qui ne le savent pas, peut-être on peut expliquer c'est quoi Sainte-Élisabeth-de-Proux, parce que c'est pas tout à fait officiellement une municipalité, mais ça ressemble à ça. Ah oui, ça aurait pu avoir le titre de municipalité, mais c'est un choix dans le passé qui a été fait. On est un village, un petit village de 185 habitants. Il y a déjà eu 700 habitants. Ah oui? C'est un village qui souffre un peu de la modernisation de nos jeunes qui fuient les milieux. Mais c'est un village qui fait partie du TNO, ce qu'on appelle TNO, Terre non organisée, territoire non organisé. Donc, on fait partie de l'ensemble des milliers de propriétaires de chalets, de camps en forêt. Donc, on est représenté par le préfet de la MRC qui tient lieu de maire de la municipalité. C'est le préfet qui est comme un peu le maire du village à ce moment-là, mais vous avez quand même un groupe de citoyens mobilisés qui s'occupent des affaires du village. Oui, s'il n'y avait pas ce groupe-là, il n'y aurait pas grand-chose qui se ferait dans le village. C'est sûr, on est des élus de la population de Sainte-Élisabeth-de-Proux. On a appelé ça un comité de citoyens parce qu'on ne peut pas appeler ça un conseil municipal. On n'est pas municipalité. Okay. Mais on joue le même rôle à un niveau différent. Donc, on s'assure qu'il y ait des investissements pour les activités, on va dire qu'on est là pour l'activité humaine, pour qu'il y ait de l'action, qu'il y ait des services offerts aux citoyens, qu'il y ait des projets qui se mettent en branle pour améliorer les services, les activités, les besoins. On essaie de faire combler les besoins dans une population vieillissante. Hein? Je disais tout à l'heure qu'on est parti de 700 à 185. Donc, la dévitalisation, Sainte-Élisabeth-de-Proux l'a vécu et le vit encore cruellement. Donc, ça, on essaie d'aller à contre-courant. On essaie de contrer cette dévitalisation-là. Un village dont la moyenne d'âge augmente tout le temps, ça donne pas ça présage pas bien pour l'avenir. Donc, on essaie d'attirer les jeunes de venir s'installer. Ça réussit en partie, on réussit avec beaucoup d'efforts, mais on veut aller plus loin. On veut vraiment que le village augmente la population. Donc, qu'on baisse, parce que les nouveaux arrivants devraient être des jeunes. Donc, on diminue la moyenne d'âge, donc on donne de l'avenir à ce village-là. C'est bon, ça, et c'est important, c'est intéressant de voir ça. Puis Sainte-Élisabeth aussi est quand même un grand territoire, si je ne me trompe pas, là, parce que ça couvre jusqu'à... C'est un grand territoire parce que c'est un territoire où, à l'origine, lorsqu'il y avait 700 personnes, c'était des grandes familles, c'était des cultivateurs, c'était des agriculteurs. Il y avait beaucoup de forestiers aussi. Donc, et c'est surtout que c'était des grandes familles. Donc, c'est pour ça que le nombre de 700 paraît imposant, mais aujourd'hui, vu les familles réduites, et surtout, si on est un village vieillissant, c'est que les personnes âgées sont soit un couple seul ou une personne seule, parce que l'autre est soit décédé. Donc, c'est pour ça que ça diminue énormément. En termes de nombre de maisons, c'est à peu près pareil à quelques maisons près, le nombre de bâtiments. Donc, c'est pour ça que c'est drôlement important quand on voit arriver... et puis, il y a tous les commerçants qui sont partis aussi. Il y a déjà eu un hôtel, un restaurant. Donc, il n'y a plus rien de tout ça. L'église est fermée. Donc, des lieux où on pouvait rassembler un grand nombre de personnes. Il ne reste que l'ancienne école primaire qui est le centre multiservice, là où on a concentré tous les services à la population, autant aux jeunes qu'aux plus vieux, donc de toutes les générations. Et parlez-moi un peu, ça ressemble à quoi le centre multiservice? Le centre multiservice, c'est un beau bâtiment qui a été construit par les institutions religieuses, qui est construit sur le roc, comme l'église. Donc, c'est quelque chose de bien construit, de solide, qu'on a aménagé, qu'on a amélioré à travers les années. On a investi, dans les 5 dernières années, on a investi au-dessus de 300 000 $ pour aménager, améliorer. On a une cuisine commerciale, une cuisine où on fait de la nourriture. On peut faire des réceptions. On a une grande salle. On a une bibliothèque très moderne. On a un petit dépanneur.
Et puis, on a un comptoir vestimentaire. OK. Donc, un comptoir vestimentaire au sous-sol qui a fonctionné depuis son ouverture, depuis son transfert au centre, parce qu'il était à l'église avant, qui a fonctionné très bien, qui est une des principales sources de revenus duquel on peut redonner des services aux citoyens. On peut aider ceux qui ont des problèmes à se nourrir, de leur fournir de la nourriture à très peu de prix ou de le donner tout simplement. C'est ce qu'on fait. On fait des services de base. On assure des services de base. Donc, le centre multiservice, c'est vraiment le nerf de la guerre pour le milieu. C'est le seul bâtiment qui reste où les gens peuvent se réunir et puis faire des activités sociales, socialiser, et puis aller chercher des services qu'ils ont besoin, services de base. Donc, c'est un bâtiment drôlement important. C'est pour ça moi, je me suis attribué à le moderniser, à le rendre sécuritaire, mais aussi intéressant, très polyvalent dans ses activités, dans ses services offerts. Oui, justement pour garder les gens, parce que les gens qui sont là ont besoin de services, puis avoir des services, ça en attire d'autres. Absolument. Et puis ça peut attirer de la population, des nouveaux arrivants. Donc c'est important d'avoir ces services-là. On a, bien sûr qu'on a aussi investi énormément dans les services publics. Ça, cette partie-là, dont on est quand même impliqué au niveau, avec la MRC, au niveau de l'information, pas au niveau décisionnel. Ça, c'est vraiment la partie gestion que la MRC fait. Donc, on a investi tout près d'1 million actuellement. Depuis les 5 dernières années, on a investi 1 million. Donc, on a rénové les conduites d'eau, d'alimentation d'eau, le puits, tout le système d'alimentation en eau potable a été rénové au complet pour assurer que ce soit salubre, que ce soit... Et puis qu'on ait une alimentation qui est régulière, qui n'a pas de faille. Et puis, on a commencé à rénover les conduites d'eau usée. Puis là, la dernière étape, on devrait le franchir, on devrait commencer cette année en 2022, puis ça probablement se terminer en 2023. Il y a encore 1 demi-million à investir. OK. Donc ça va être le complément, c'est-à-dire une dernière section de canalisation, mais surtout un nouveau traitement des eaux usées, ce qui est fondamental. Oui. Parce qu'à travers les années, on a eu des rencontres avec la population et puis notre système était désuet. Mm-hmm. Et les normes sont de plus en plus élevées, ce qui est normal. Et la population, d'emblée, nous a donné le mandat clairement de travailler à convaincre toutes les parties impliquées à moderniser pour qu'on se conforme aux normes. On ne veut pas être un pollueur, on ne veut pas être un village qui déverse ses problèmes ailleurs. On veut les traiter, nos problèmes. Donc, c'est pour ça que ces investissements-là sont fondamentaux pour les citoyens de Sainte-Élisabeth. Donc, ça va être concrétisé, logiquement, d'ici 2 ans, là, on l'espère. Et là, toutes ces belles décisions-là et tout ça, c'est des projets qui sont portés par le comité citoyen, j'imagine? C'est des projets qui sont souvent... Ceux-là ont été le projet d'infrastructure. Bien sûr, on n'a pas l'autorité. Le conseil municipal l'aurait eu. Oui. Mais la MRC, par contre, on est en relation, en information. Ils nous consultent souvent. Maintenant, les décisions finales se prennent par la MRC à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que les relations entre la MRC et le Conseil et le comité de citoyens, c'est une relation importante. Mm. C'est pour ça qu'on doit, je pense, user de diplomatie à bien des égards, parce qu'on n'a pas le pouvoir qu'un conseil municipal a. Et puis, donc, on doit être en mesure d'influencer, si on pense qu'on doit les influencer, d'influencer les décisions, ce qui n'est pas évident. Mm-hmm. Quand tu n'as pas un pouvoir de décision, que seulement d'influencer, c'est souvent une relation frustrante. Je ne vous le cacherai pas. Mm. Donc, mais on vit les règles qui ont été mises en place en attendant qu'il y en ait d'autres. Qui sait, peut-être l'avenir nous réservera de nouvelles dispositions. Et moi, je suis curieuse de savoir, justement, ce comité-là, comment ça fonctionne. Est-ce que vous êtes élu par la population? Est-ce qu'il y a des élections à un moment donné ou c'est sur base bénévole, volontaire? C'est sûr que c'est sur base bénévole. Oui. Ça, c'est évident. Avec les budgets que le village détient,
c'est vraiment sur base bénévole. On est élu par la population à l'Assemblée générale. Okay. À chaque année, on fait une Assemblée générale où on rencontre des projets qu'on a réalisés, des finances, puis des projets qu'on veut à venir, qu'on veut réaliser. Et puis, on invite à ce moment-là la MRC pour faire rapport des finances globales, des revenus de taxes et des dépenses encourues pour assurer les services, tout ça. Donc, et c'est à ce moment-là qu'ont lieu les élections. Okay. Pour des mandats de 3 ans, mais on s'organise pour qu'il y ait un renouvellement progressif de chacun des membres du comité. On est 8 dans le comité actuellement. Okay. Mais il y a toujours, parce que c'est une participation bénévole, des citoyens. Et puis, il y a toujours une rotation, surtout avec la période de pandémie. Ça a été plus difficile. Le bénévolat, on a eu quand même une côte à remonter. Ça a été plus difficile et il faut le comprendre aussi parce que la plupart, dans un village vieillissant, beaucoup de bénévoles sont des personnes âgées. Oui. C'est des personnes fragiles dans le contexte du COVID. Donc, ça a été une démarche plus difficile, mais qu'on a réussi à garder le cap, à maintenir tous les services qu'on offre à la population. Et puis, donc, on est bien fiers de ça. Donc, chaque année, on a à renouveler notre comité. Un certain nombre de membres peuvent offrir de renouveler le mandat ou il y a d'autres personnes qui se présentent, puis il y a une élection à ce moment-là. Okay. C'est la population qui décide. On est les seuls vraiment élus par la population du village. Okay. Donc, on se sent mandaté, appuyé par les citoyens. Donc, quand on parle au nom des citoyens. Oui. C'est vraiment un lien direct qu'on a avec eux. Et c'est une motivation aussi. Ah ben oui, c'est une motivation. Je pense que si tu travailles dans un niveau municipal ou autre, j'ai travaillé longtemps à des niveaux syndicaux, et puis si tu n'as pas cette motivation-là de représenter et dans le fond de régler des problèmes ou d'amener des projets, d'aider ta communauté, si tu n'as pas cette motivation-là, ce sentiment profond que tu peux être utile, bon, je pense qu'il faut que tu fasses autre chose dans la vie. Ouais. Il faut pas que tu te fasses élire pour des intérêts qui ne sont pas les intérêts du peuple, là, des intérêts de la communauté. Et là, vous l'avez mentionné, vous avez un beau parcours de vie. Bien sûr, vous avez toutes sortes d'expériences. Et comme c'est la première fois que vous venez à l'émission, bien, j'aimerais en savoir plus, en fait, d'où est-ce que vous venez. Oui, c'est la première fois que je viens à votre émission, mais oui. C'est pas la première fois que je viens à la TV communautaire. Parce que je me suis présenté aux élections en 2018 à la préfecture, justement. De la MRC. Donc, j'avais fait une entrevue à quelques reprises. Mais, bon, mon parcours, c'est que j'ai été travailleur de l'usine de Résolu à Dolbeau, l'usine de pâte et papier. J'ai fait 35 ans de carrière, mais j'ai fait 3 ans à la fin de carrière à Bécomo, à la même compagnie, dans une autre usine, parce que l'usine de Dolbeau était fermée. Ah oui. J'ai participé à la fermeture, malheureusement, en 2009. Et puis, j'ai complété ma carrière en Bécomo. Et je suis revenu en 2012 pour redémarrer l'usine. OK. Donc puis dans ces années-là, j'ai été une quinzaine d'années à la tête du syndicat. J'ai été 20 ans représentant syndical. Oui, puis ça, c'est cette fibre-là en vous qui doit vous porter aussi à travers votre mission à l'intérieur du comité par rapport à Sainte-Élisabeth-de-Prou, parce que là aussi, c'est ça, il y a des débats à mener, il faut se battre des fois pour avoir qu'est-ce qu'on a besoin. Il faut se battre toujours, pas des fois. Pas juste des fois. Donc, quand tu fais partie dans un petit village comme ça, qu'on dit, que j'ai nommé tout à l'heure, j'ai qualifié de dévitalisé, tu n'as pas le choix d'être battant, de te battre pour chacune des choses que tu veux réaliser. Parce que tu réalises vite que tu es dans la partie négligée. Moi, je qualifie souvent le village Sainte-Élisabeth-de-Prou de village orphelin. OK. Parce que, étant donné qu'on n'est pas municipalisé, on n'a pas de représentant au conseil de la MRC. Notre représentant officiel, c'est le préfet, qui est élu au suffrage universel. Et ce qu'on vit depuis, comme moi je suis là depuis 2016, ça fait quand même une 6e année, là, on ne fait pas partie des préoccupations des préfets qui sont passés et présents. On fait partie
de la quantité négligée. Donc, puis nous autres, étant donné qu'on est un village, l'autre partie qui fait partie de la quantité des citoyens négligés, c'est les propriétaires du TNO, les propriétaires de chalets, de camps forestiers qui payent des taxes, qui ont des redevances à donner à la MRC année après année et qui, à mon point de vue, qui sont sous-représentés, sont très mal représentés. Donc, ces TNO, parce qu'il y en a deux, ils sont, à mon point de vue, mal représentés. On devrait changer cette formule-là, qui est vraiment une formule qui est antidémocratique. Là. Bien, comment on pourrait changer ça, à votre avis, pour améliorer? D'avoir des personnes élues par le TNO, élues par les gens qu'on représente. C'est ça le principe de la démocratie. Oui, tout à fait. Là, actuellement, on est représenté par quelqu'un qui n'a pas voté pour. Donc, c'est le vote, à mon point de vue, le vice caché, c'est le vote au scrutin universel de la préfecture, du préfet. OK. Je pense que ça c'est... On a voulu améliorer, je ne sais pas si on a voulu, ça je ne suis pas convaincu qu'on a voulu améliorer, je pense que c'est des démarches qui ont été faites pour d'autres raisons, mais on avait trouvé un compromis dans le passé, c'est que le maire d'une des petites municipalités devait être choisi par les autres maires comme préfet. Donc, c'était forcément quelqu'un qui était sensible aux citoyens des petites municipalités et de leurs besoins. Là, on a décidé d'y aller au vote au scrutin universel. Et c'est pas surprenant que ce soit toujours des résidents de la ville de Debout-Cessini. C'est la plus grande ville. Donc, ce qu'on voulait éviter, anciennement, on a aujourd'hui exactement la situation qu'on voulait éviter, c'est-à-dire que tout est centralisé à Debout-Cessini. Donc, le maire de la ville la plus importante, qui a un poids démographique énorme, et le préfet. Donc, un petit village comme Sainte-Élisabeth de Proulx se sent tellement loin des préoccupations et on le sent et on le vit. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on veut faire avancer un projet, s'il n'y avait pas le le comité de citoyens, si on se fiait juste au conseil, je pense qu'on serait peut-être déjà en train de fermer le village. Là. On a vraiment un problème de représentation. C'est ça, vous ne vous sentez pas représenté? Pas du tout. Pas du tout. Actuellement, on est l'enfant pauvre de la représentation auprès de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, c'est très frustrant. Et puis, c'est démobilisant pour les bénévoles. Parce qu'il faut le dire, tout le travail qui se fait à l'intérieur du village, des différents comités, c'est tout du travail bénévole. Là. Dans le bénévolat, là, souvent, on met de l'argent dans notre poche. Hein. On a des dépenses qui seront pas remboursées. Donc, c'est pour ça que c'est... Puis ça, c'est la seule façon de passer à travers. La seule façon que les villages prennent leur place. Il faut qu'il y ait un minimum de bénévolat. Il faut qu'il y ait ce milieu qui est riche, qui est mobilisant, mais il faut le nourrir un peu. Il faut qu'ils sentent que quand ils parlent, quand ils s'expriment, quand ils revendiquent, qu'il y a quelqu'un qui écoute et qui donne suite. Donc, le plus bel exemple qu'on a, là, c'est les projets de tour Internet. Bon, là, on a de services Internet. C'est pas nécessairement des tours. Là. Bon, on nous a promis d'avoir l'Internet d'ici fin de l'année 2022. Bon, et Sainte-Élisabeth de Proulx, le Lac-Noir, le Lac-Brochet, même Sainte-Jeanne-d'Arc, ils vivent le même problème. Curieusement, malgré qu'ils ont un maire. On n'était même pas prévu dans le projet au départ. Il a fallu faire des représentations auprès du député, de la députée qui a été très ouverte. Et puis finalement, ils auraient trouvé un compromis pour couvrir nos secteurs. Donc, on a eu la promesse que d'ici la fin de 2022, toutes les résidences qui ont un comptoir d'hydro, c'est ça la technicalité qu'ils ont rajoutée pour être sûr que toutes les maisons isolées, les espaces, les résidences secondaires soient couvertes. Donc, on attend, on est fébrile, mais on a une petite réserve. On a toujours la crainte d'embarquer encore comme la partie négligée, la partie négligeable, qu'on peut oublier à la dernière minute, puis ça ne fera pas trop de bruit. Donc ça nous parce qu'il faut se rappeler qu'en 2017, même ça a commencé en 2015, le débat, mais aux élections de 2017, quand il y a eu un projet subventionné par l'ancien premier ministre,
on a érigé un certain nombre de tours. On était à 13 tours, je pense. Là. On a dit qu'on couvrait toute la MRC Maria-Chapdelaine. Et pourtant, Sainte-Élisabeth-de-Prou, Sainte-Jeanne-d'Arc, le Lac-Brochet, le Lac-Noir ont été exclus du projet. Pourtant, on était dans les démarches. On a revendiqué ça auprès de l'ancien préfet, du nouveau préfet qui est actuellement. Et puis, il n'y a rien qui a changé. Donc, on est actuellement, on parlait de dévitalisation. Le village de Sainte-Élisabeth-de-Prou a un pas de recul face aux autres parce que les ondes cellulaires, on n'a pas de service d'ondes cellulaires normal. Donc, c'est une problématique qu'on va toujours devoir faire plus d'efforts qu'un autre pour attirer les jeunes. Et malgré ces nombreuses embûches quand même, là, je vois que vous menez quand même différents projets. Bon, on a parlé tantôt du traitement des eaux. Je voulais qu'on parle aussi de l'Église, hein, qui est en train... Vous êtes en train de réfléchir, là... On a complété pas mal la modernisation du bâtiment principal, qui est le centre multiservice, comme je disais tout à l'heure, l'ancienne école. Maintenant que l'Église est désacralisée, depuis une couple d'années, on a parti un comité. Un comité pour trouver des solutions. Parce que c'est un bâtiment qui fait partie de la vie du village, de l'origine du village. Oui. Donc, il y a beaucoup de bénévoles du village qui ont mis la main pour la construction, la rénovation. Donc, c'est un bâtiment que les gens, en Assemblée générale, nous ont confirmé qu'ils tiennent au bâtiment de l'Église. Ils comprennent que maintenant, on ne peut plus... la pratique de la religion étant ce qu'elle est aujourd'hui, la désacralisation, ça devenait évident. Et donc, on a monté un comité. On n'a pas cessé de travailler, même durant la pandémie, parce que ça nous apparaissait fondamental, c'est une priorité pour le village. Parce que sinon, si on ne trouve pas d'autres solutions, d'autres vies, une deuxième vie à ce bâtiment-là, c'est évident qu'un jour ou l'autre, il y aura un problème de démolition. Bien oui. Donc, ça va, à ce moment-là, ce ne sera pas le clergé qui va assumer. Parce que c'est comme ça que la loi est faite. C'est qu'eux autres, ils t'ordonnent l'Église quand l'Église est plus fonctionnelle au niveau religieux et plus opérationnel, mais ils ne te supportent pas s'il y a une démolition. Donc, ça, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Ah oui. On a fait évaluer le bâtiment, une première évaluation d'architecte. Le bâtiment est en bon état. On a, depuis 2 ans, là, on entame notre 3e année, on entretient, on a assumé avec la collaboration de la Corporation de développement de Sainte-Élisabeth-de-Prou et le comité de citoyens, on assure l'entretien, le chauffage l'hiver pour pas que les structures se fissurent. Oui. Et puis, donc, on maintient le bâtiment prêt à toute forme de projet. OK. Et qu'on espère. Là, on a monté différentes options, différentes scénarios. On a engagé des professionnels pour nous guider là-dedans. Et puis là, on va lancer bientôt un peu une campagne de publicité, d'information sur la place publique pour lancer un appel à tout promoteur qui serait intéressé de venir investir dans ce bâtiment-là et puis on va avoir un diagnostic précis On sait déjà que c'est un bâtiment en bon état, oui. Mais on veut aller plus loin, on veut un diagnostic plus en profondeur de toutes les structures, tout ça. Et puis on est positif, on est confiant que dans un contexte où il y a énormément de recherche d'hébergement, oui. Parce que Sainte-Élisabeth-de-Prou, de Boum-Cessine aussi, je pense que même dans toute la MRC, c'est ce que les statistiques nous donnent, il y a un manque d'hébergement. Donc, on pense que ça pourrait être le secteur d'activité où on devrait orienter la seconde vie de ce bâtiment d'église. Donc, on est à tout près, là, dans quelques semaines, à partir ou quelques jours, on va se réunir encore d'ailleurs cette semaine, pour voir comment on enclenche le processus d'invitation, on va dire, pour montrer que l'Église est prête. S'il y a des gens qui veulent visiter, elle a été entretenue, elle est en bon état. On est ouvert à toutes les sortes de projets qui peuvent mobiliser, qui peuvent faire en sorte qu'on redonne vie à ce bâtiment-là et puis qu'on amène peut-être de l'économie dans le village aussi, des emplois. Bien sûr. Et puis attirer par la suite des services
qui vont être en lien avec cette activité-là. Ouais. Bien, je vous souhaite de trouver, je vous souhaite de beaux projets avec ça. On est confiants. Je vois ça. Et clairement, les citoyens sont chanceux de vous avoir, d'avoir le comité pour défendre leurs intérêts. Oui, je pense qu'ils méritent. Les gens méritent qu'on travaille. Surtout qu'ils ont... C'est des gens qui ont... On disait tout à l'heure que c'est un village, la moyenne d'âge est élevée. C'est des gens qui, dans tout le cheminement de vie, ont contribué dans le village. Oui. Chacun à leur façon. Ce petit village-là a été monté par les gens du milieu. La plupart des constructions ont été faites par les gens du milieu. Oui. A été maintenu, les services, on n'a rien inventé. Ces services-là se donnaient avant et ils vont se donner encore, on l'espère, après nous. Donc, on se doit, pour la mémoire de ceux qui étaient là avant nous, on se doit de continuer à faire les efforts qu'il faut pour améliorer la situation. Parce que là, on a besoin d'améliorer. Il y a des villes qui peuvent dire, nous autres, si ça reste comme ça, on va être bien. Nous, on ne peut pas dire ça. Nous, il faut améliorer la situation. Il faut gagner du terrain perdu à travers les années passées. Puis, on a le sentiment qu'il y a un timing intéressant. Le retour à la campagne de la part de promoteurs, de jeunes couples, nous donne quand même une prédisposition favorable. On est près de la ville, mais on est dans la forêt, le dos à forêt. Oui. On a des terrains avec de l'espace. Donc, et puis là, on offre des services qu'on peut améliorer, on peut augmenter encore. Donc, je pense qu'on est quelque chose qui peut devenir attrayant. On est un site qui peut devenir intéressant pour quelqu'un de venir s'installer puis créer quelque chose. Absolument. Créer de l'activité. C'est certain. Ouais. Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler avec une telle passion. Merci pour votre implication. Merci beaucoup d'avoir été là et merci à vous aussi à la maison d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Accès Immersion.